Bon, l'alcool, c'est bien plus qu'une boisson. En fait, c'est vraiment un élément incontournable de l'histoire de toute l'humanité. Bref, ça fait partie de la culture et du quotidien de beaucoup de gens autour du monde. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce tout nouveau format. Approchez-vous, mes poissons zèbres, on va remonter aux origines les plus lointaines de l'alcool. On va passer des premières boissons alcoolisées de la préhistoire aux marques d'alcool actuelles que tout le monde connaît. On va découvrir plein d'anecdotes sur la création d'alcool que vous connaissez tous, mais on parlera aussi d'histoires super insolites ou parfois même très sombres liées à l'alcool. On va essayer aussi de comprendre comment l'alcool est devenu aussi populaire au fil du temps et au final comment l'alcool a réussi à devenir de nos jours un business qui brasse quasiment 500 000 milliards d'euros par an dans le monde entier. Et bah du coup nous commençons avec l'époque la plus lointaine, la préhistoire. Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hypothèse du singe bourré? C'est une théorie qui est avancée par un biologiste américain du nom de Robert Dudley. Dudley, il a longtemps observé le comportement des singes et il a remarqué que beaucoup d'entre eux avaient tendance à kiffer les fruits fermentés. Bon, en gros, les singes mangeaient pas mal de fruits tombés par terre, un peu trop mûrs et qui avaient eu le temps un peu de macérer dans leurs joues. Regarde ce qu'il y a, on va être blindés, tonton. En fait, là, l'hypothèse de Dudley était qu'il faisait ça car ces fruits avaient eu le temps en fait de se charger en alcool. Et donc là, les singes les mangeaient volontairement pour se filer de l'énergie ou un petit boost un petit peu alcoolisé quoi. Et d'ailleurs, il se trouve qu'une étude récente effectuée par 2 étudiants de Dudley a montré que les fruits les plus mangés par les singes du Panama contenaient 2% d'alcool. Alors c'est pas énorme 2% d'alcool, c'est une petite boisson alcoolisée, vraiment légère, mais quand même ça montre 2 choses. Déjà, c'est que le corps des singes arrive à bien assimiler l'alcool et 2, il trouve quand même un certain bénéfice, un bon kiff à consommer quand même un fruit légèrement alcoolisé quoi. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, déjà parce qu'il semblerait que bien avant ces singes, nos ancêtres préhistoriques avaient déjà pris cette habitude de manger des fruits fermentés chargés en alcool. Un peu comme les singes, ils les ramassaient par terre, ils avaient meilleur goût. Certains scientifiques émettent quand même l'hypothèse que la première boisson alcoolisée de l'histoire, ce serait pas des fruits fermentés avec leur alcool dedans, mais plutôt un mélange de miel et d'eau. Parce que en effet, je vous donne la recette, mais si on prend du miel et qu'on le dilue quasiment avec 70% d'eau, eh bien il va finir par fermenter avec le temps et former de l'alcool. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fabrique l'hydromel. De manière générale, il y a très peu de traces des premières boissons alcoolisées de l'histoire, car forcément, les liquides, ça s'évapore avec le temps. Par exemple, en 2018, des archéologues de l'université de Haïfa ont fait une découverte incroyable en Israël. En fait, ils ont découvert dans une grotte ce qui pourrait être le plus ancien site de production d'alcool du monde entier. Dans cette grotte vivaient en effet des Natoufiens, qui étaient une population qui vivait dans cette région il y a à peu près 13 000 ans. De ce qu'on sait, c'est que c'était un peuple de chasseurs-cueilleurs, comme la plupart de nos ancêtres. Ils n'étaient jamais fixés, ils se déplaçaient constamment. Mais eux, ce qui les distingue, c'est que ils n'étaient pas nomades à bouger tout le temps, mais sédentaires. Et donc, ils s'étaient installés dans la région. Ils ne bougeaient plus vraiment. Et là, ils ont appris alors à maîtriser l'agriculture et notamment la production de céréales. C'est hyper important. Et du coup, dans leur grotte, là où ils semblaient vivre, on a retrouvé des sortes de puits en fait, avec des céréales dedans qui auraient été broyées et mélangées à de l'eau pour faire une sorte de soupe. Sauf que quand on a analysé un peu mieux cette soupe, on a découvert qu'il s'agissait plutôt d'une sorte de bière, mais vraiment très peu alcoolisée. Et puis autour des puits, ils ont retrouvé aussi plusieurs tombes et des restes humains. Et là, la théorie, c'est la suivante. En fait, la bière qui aurait été créée dans ces puits, elle aurait été utilisée par les Natoufiens lors de cérémonies religieuses pour enterrer les morts. D'ailleurs, c'est pas un hasard puisqu'on a observé ça plus tard dans d'autres civilisations, voire même très lointaines. Et donc, à partir de ça, en fait, les scientifiques supposent que l'alcool pouvait peut-être permettre aux Natoufiens d'entrer en contact avec des divinités lors des cérémonies. Un peu comme certains psychédéliques chez d'autres civilisations. Gardez ça en tête puisqu'on pourra voir plus tard cette utilisation religieuse liée à des dieux de l'alcool. En fait, il y a même des chercheurs qui pensent que c'est en voulant fabriquer de l'alcool que nos ancêtres se seraient mis à cultiver certaines céréales. On a par exemple retrouvé les plus anciennes traces de la culture du riz en Chine qui dateraient de à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et là, les archéologues qui ont découvert ça ont en même temps découvert des traces dans des poteries de ce qui pourrait être une très ancienne bière de riz. C'était à peu près la même période, quoi. Mais c'est pas tout. On pourrait aussi parler du vin. Là, il y a des scientifiques qui ont trouvé les toutes premières traces de culture de la vigne dans la région du côté de l'Iran actuel. Et ces vignes-là dateraient de entre moins 10 000 et moins 5 000 avant notre ère. Sauf que à cette époque, on ne savait pas si ça servait à faire du vin ou juste du jus de raisin. Et d'ailleurs, c'est plutôt du côté de la Géorgie qu'on a retrouvé les plus anciennes traces véritables de la fabrication du vin. Et là, ce serait à peu près moins 6 000 avant Jésus-Christ. Mais maintenant, si on avance dans le temps, qu'est-ce qu'il en est au moment de l'Antiquité? Et là, vous allez voir que la fabrication de l'alcool va avoir désormais un but très particulier, entrer en contact avec les dieux.
Alors bon, c'est impossible de parler de vin sous l'Antiquité sans vous parler en fait du dieu grec du vin, Dionysos. Et c'est lui qui, selon la légende en tout cas, aurait introduit la vigne en Grèce et révélé aux Grecs comment fabriquer du vin. Sous l'Antiquité grecque, eh bien certaines personnes se sont mises à vénérer Dionysos à travers un culte quand même assez secret. Et elles participaient à des cérémonies secrètes appelées les mystères. Et en gros, seules les personnes qui avaient passé une phase d'initiation avaient le droit de participer à ce culte et à entrer dans les fameux mystères. Et d'ailleurs, ça se déroulait souvent dans des cavernes et durant la nuit. Et là, on pratiquait des sacrifices d'animaux, de la magie, mais surtout, on y consommait de la drogue et du vin. Et d'ailleurs, entre nous, ça finissait quand même souvent en partie de jambes en l'air. Et en gros, ce culte des mystères de Dionysos, eh bien, il est quand même assez différent des fêtes officielles qui étaient organisées en l'honneur de Dionysos par les autres Grecs. Parce que ces fêtes-là, on les appelait les Dionysies et elles étaient beaucoup plus soft. Alors certes, on pouvait boire du vin, mais on organisait surtout des concours de poésie et de théâtre. D'ailleurs, plus tard, les Romains se sont mis à organiser ce qu'on appelle les bacchanales, et qui étaient des sortes de grosses beuveries qui se finissaient en bagarre et en orgie généralisée. Et là, ces fêtes-là, c'était en l'honneur de Bacchus, qui était l'équivalent romain de Dionysos, quoi. Mais en 186 avant Jésus-Christ, là, une courtisane du nom de Hispala Phécénia va alerter son amant, qui s'appelle Aebutius, sur les dérives de ces rituels auxquels la mère de ce dernier voulait l'initier. Là, Aebutius, il se dit ok, et il va alors décider d'informer le chef de Rome, qui est le consul Postumius. Il va alors lancer une enquête qui révèle l'existence d'une sorte de secte dédiée à Bacchus et qui organise les bacchanales. Et là, il se rend compte que parmi les membres de cette secte, il y a quand même pas mal d'opposants politiques. Et à partir de là, il se dit ok, je ferme tout. Et c'est ainsi que les bacchanales sont interdites et en même temps, près de 7000 personnes sont arrêtées et beaucoup sont d'ailleurs exécutées dans la foulée. Bref, sous l'Antiquité, vous le voyez un petit peu là, mais l'alcool, ça joue quand même un rôle pas mal transgressif. Les gens, dus à l'alcool, se mettent à s'autoriser ce qui est habituellement interdit par les bonnes mœurs de l'époque. Et là, on aborde aussi une autre vision de l'alcool. Eh bien, c'est l'alcool qui va se mettre à saouler et qui va engendrer des problèmes. Mais ça, vous allez le voir à plein de moments dans la vidéo. Mais bon, quoi qu'il en soit, comme pour la préhistoire, le fait qu'on ait trouvé beaucoup de poteries qui servaient à conserver du vin, ça montre quand même que le vin faisait en effet partie de la vie quotidienne sous l'Antiquité. D'ailleurs, assez surprenant, mais la plus ancienne bouteille de vin du monde et qui a été retrouvée intacte, elle daterait d'ailleurs de l'Antiquité. D'ailleurs, les archéologues la surnomment la bouteille de vin de Spire, du nom de la ville allemande où on l'aurait trouvée en 1867. Sauf qu'elle date pas de 1867, non, elle a été retrouvée dans la tombe d'un noble romain du 4e siècle, 325-350 après Jésus-Christ. En fait, c'est juste qu'à l'époque, c'était tradition de mettre du vin dans un cercueil afin d'accompagner les défunts durant leur voyage vers l'au-delà. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'à l'intérieur, le vin a survécu. Il a survécu aussi longtemps, là quasiment 1500 ans, et s'il a survécu aussi longtemps, c'est que la bouteille, elle était fermée par de la cire. Les gens de l'époque avaient même mis un petit peu d'huile d'olive épaisse dans la bouteille afin de préserver le vin d'un contact avec l'air. Là, vous vous dites, ok, on l'a ouvert, on l'a bu ce vin. Alors non. Si on ouvre la bouteille, le vin risque de pas supporter le contact avec l'air. Ça fait trop longtemps qu'il a macéré, là, c'est fini au pipeau, quoi. Si on se mettait à le boire, il est très possible que ça ressemble pas mal à du vinaigre. Bon, en tout cas, au passage, le fait que cette bouteille ait été retrouvée dans une tombe, ça montre quand même bien que l'aspect religieux de l'alcool est vraiment présent durant toute l'Antiquité. En tout cas, dès l'Antiquité, on commence quand même à boire de l'alcool quotidiennement, pour accompagner le repas, et pas seulement lors des fêtes religieuses. Et ça, c'est par exemple le cas de la fameuse cervoise que boivent Astérix et Obélix lors des festins qui concluent chaque épisode de la BD. Parce qu'en effet, les Gaulois, ils buvaient cet ancêtre de la bière de manière quotidienne. Parce que bon, ça peut paraître fou, mais à l'époque, le vin, il est produit uniquement par les Romains. Et c'est un alcool quand même de luxe, qui est uniquement consommé par les élites. Et donc, à cette époque-là, les Gaulois et compagnie, ils préféraient boire de la bière. C'était quand même beaucoup plus accessible. Et d'ailleurs, sur ça, les historiens, ils pensent que les Gaulois, ils utilisaient des grains d'orge qu'ils faisaient griller, puis ils les foutaient dans un tonneau avec de l'eau, et là, ils laissaient le truc se faire. Ça fermentait tranquillement, et le tout quand même à haute température. Et d'ailleurs, justement, en chauffant l'eau pendant la fermentation, en fait, c'était assez pratique puisque ça permettait de la rendre plus potable en tuant les impuretés. Après, je précise quand même, si vous pouviez remonter dans le temps pour goûter cette fameuse bière, il est possible quand même qu'elle n'ait pas du tout le même goût, ou même le même aspect que ce que vous pouvez boire quand vous allez dans un bar. En vrai, on n'a pas trop de traces de recettes précises. Les scientifiques, là, encore eux, ils estiment que les bières, sous l'Antiquité, elles étaient assez épaisses, un peu aigres, et surtout, elles étaient bu tièdes. Mais bon, en tout cas, sous l'Antiquité, que ce soit l'Europe ou même les pays du Proche ou du Moyen-Orient, ce sont pas les seuls à fabriquer de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde entier? Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des boissons traditionnelles où c'est pas vraiment de l'alcool, mais ça peut produire les mêmes effets. Connaissez-vous par exemple le soma hindou? En fait, ça, c'est une boisson obtenue par le pressage d'une plante inconnue auquel on a rajouté un petit peu de champignons hallucinogènes. Et dans la religion hindoue, en fait, cette boisson, clairement enivrante, elle est considérée comme sacrée. Et d'ailleurs, on la personnifie sous la forme du dieu de la lune, qui s'appelle donc
soma. En fait, leur boisson, le soma, elle serait capable de rendre les dieux immortels et sa recette est gardée secrète par la caste des brahmanes. D'ailleurs, la légende veut que la plante de soma ait été récoltée de nuit dans les montagnes à la lumière de la lune. Puis une fois qu'elle était transformée en boisson, là les brahmanes l'offraient aux dieux en la versant sur un feu sacré lors de cérémonies. Ça leur arrivait aussi d'en boire pour rentrer en connexion directe avec les divinités. Donc bon, on en revient quand même à cette idée que sous l'Antiquité et dans toutes les cultures dans le monde, que ce soit les alcools ou même les boissons hallucinogènes, elles sont quand même réservées à une élite religieuse. Et en gros, ces élites-là, elles ont peur de fournir de l'alcool au peuple. De peur peut-être que ça parte en cacahuète, à base de beuverie, d'alcoolisme ou même de violence qui vont avec. Mais bon, elles peuvent aussi avoir pour but de tisser des liens entre les membres de plusieurs tribus, comme une sorte de grand pot de l'amitié. En fait, il permet de créer des moments de sociabilité. Alors c'est le cas, par exemple, du kava. En fait, le kava, c'est une boisson traditionnelle à base de poivrier sauvage. On la boit depuis des temps ancestraux en Micronésie ou même en Polynésie, ou même au Vanuatu, ou même plus récemment en Nouvelle-Calédonie. Accrochez-vous pour la préparation. En fait, tout se passe lors d'une cérémonie qui réunit tous les hommes d'une tribu au crépuscule. Et là, ils vont râper des racines de poivrier sauvage avec des outils en corail. Puis, le résultat obtenu est mâché par des jeunes hommes non mariés. Les jeunes hommes recrachent ensuite les racines mâchées et on mélange alors le tout avec de l'eau et on filtre le tout pour laisser macérer. Ça a l'air délicieux. Et paf, au bout d'un certain temps, en fait, vous obtenez une boisson bien hallucinogène à partager entre amis. D'ailleurs, au passage, faut vraiment se le dire, mais les effets sont tellement forts et parfois toxiques que le kava a été interdit dans pas mal de pays de nos jours. Dans les années 2000, des chercheurs ont réussi à faire le lien entre la consommation de kava et des décès de personnes à la suite de maladies graves du foie. Bref, pour conclure sur l'Antiquité, on voit que l'alcool devient de plus en plus central dans la culture et la vie quotidienne de pas mal de gens. Là, les techniques de fabrication et de conservation aussi se perfectionnent. Et là, vous allez voir qu'au Moyen-Âge, tous les prétextes sont bons pour se bourrer la gueule. Bon, déjà au Moyen-Âge, on poursuit avec l'idée que l'alcool c'est quand même une boisson à part. Elle permet aux gens de se mettre dans un état second, qui leur permet donc d'entrer en communication avec les dieux, ça on a compris. Et c'est d'ailleurs à ça que sert le pulque, qui est tout simplement la boisson des dieux aztèques. Et concrètement, c'est un peu aussi l'ancêtre de la tequila, parce qu'en fait, le pulque est fabriqué comme elle, à base de sirop d'une plante grasse appelée le maguey, qui est une variété d'agave. Et en fait, dans la tradition aztèque, la légende veut que le pulque soit né du lait de la déesse Mayahuel, qui possédait 400 seins pour nourrir ses enfants. Ouais, tant que ça. Et donc le pulque était considéré comme une boisson sacrée et réservée à la noblesse aztèque. D'ailleurs, on ne le buvait que lors des fêtes religieuses. Ce qui fait qu'en fait, les jeunes âgés de moins de 50 ans, ainsi que les femmes, n'avaient pas le droit d'en boire. Mais avec l'arrivée des Espagnols, c'était à la fin du Moyen-Âge, là, les choses ont quand même drastiquement changé, vous allez voir. Déjà, les Espagnols, ils vont mettre fin aux règles de consommation du pulque pour que tout le monde puisse le boire et donc favoriser son commerce. Je rappelle quand même qu'ils étaient venus là pour pouvoir obtenir un max d'or. Et ce qui fait qu'en fait, petit à petit, le pulque, ça devient une boisson populaire, voire même une boisson de pauvres. Mais bon, les Aztèques, c'est pas les seuls à produire un alcool qui rencontre un certain succès dans la région. Si on va plus au sud, là on rencontre la civilisation Inca, et elle aussi, elle possédait un alcool fétiche, et c'était la chicha. Pas la chicha goût pomme framboise, non, c'est pas ça. C'était un alcool fabriqué à base de maïs fermenté dans toute l'Amérique du Sud. En fait, c'était une sorte de bière aux propriétés quand même assez stimulantes. Et à ce moment-là, avant que les Européens arrivent, en tout cas, elle était bue par des guerriers incas après la bataille pour retrouver des forces. Et d'ailleurs, une légende dit que la chicha a été inventée par pur hasard sous le règne de l'empereur Tupac Yupanqui. En fait, ce serait arrivé pendant de fortes pluies, là où les silos qui contenaient du maïs auraient connu des infiltrations d'eau. Là, forcément, si vous mettez de l'eau avec du maïs, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est une céréale, elle va se mettre à macérer, et en macérant, elle peut produire de l'alcool. Concrètement, en gros, ça devient une sorte de sirop dégueu, dont l'odeur d'ailleurs a poussé les habitants à tout balancer. Sauf que là, il y avait un paysan affamé qui était passé dans le coin et qui s'est mis à boire le sirop et a fini bourré. Là, les élites qui ont vu passer ça se sont dit « Ok, c'est peut-être dégueu, mais on va en faire plus et on va goûter. » Et à partir de là, en fait, la boisson est devenue petit à petit une boisson sacrée. C'est un peu le parcours inverse du pulque dont j'ai parlé avant, quoi. Et du côté du Moyen-Âge, là en Europe, la bière a aussi connu un très grand succès. Après, quand je dis bière, en fait, c'est quand même un peu plus sur des ancêtres de la bière, avec des ingrédients parfois assez random. Et c'est par exemple le cas de l'Ale, A-L-E donc, qui est la bière des Vikings. Et d'ailleurs, j'en profite pour casser un mythe. Non, les Vikings ne buvaient pas tout le temps dans des cornes d'animaux. En fait, les cornes d'animaux, honnêtement, c'était quand même plus réservé aux nobles lors des occasions spéciales. Parce que la plupart du temps, ils buvaient dans des petits pots en bois ou même en céramique.
peu comme celui-là, quoi. Et en fait, l'aile des Vikings était fabriquée à partir d'orge à laquelle ils mélangeaient différentes herbes aromatiques. Et la tradition voulait que l'on brasse la bière avec un bâton qu'on croyait doté de pouvoirs magiques. Parce que les Vikings, ils croyaient que c'était un bâton béni des dieux qui provoquait la fermentation. Et d'ailleurs, ils étaient tellement chauds là-dedans qu'ils transmettaient un bâton à bière familiale de génération en génération. Quoi qu'il en soit, leur boisson, l'aile, elle était très appréciée. D'autant plus que, comme elle était transportée par bateau, elle pouvait se boire plus longtemps que l'eau qui avait quand même tendance à croupir. Et ça, c'était quand même très utile lorsque les Vikings, ils partaient loin de chez eux sur les mers à la conquête d'autres territoires. Mais bon, en réalité, la bière, au sens large, elle était tellement à la mode au Moyen-Âge qu'on trouvait des centaines de recettes. Partout. Et ce qui fait que pour régulariser tout ça et fixer plus facilement le prix de la bière, eh bien le roi Guillaume IV de Bavière, eh bien il a même mis en place une loi en 1516. Et cette loi ou ce décret, ça précise que la bière doit être fabriquée uniquement avec du houblon, de l'orge et de l'eau. C'est la première loi de l'histoire à réglementer la fabrication d'un alcool. Bref, c'est un petit peu l'ancêtre des appellations d'origine contrôlée, qu'on retrouve par exemple aujourd'hui pour le vin. D'ailleurs, en parlant de vin, ça m'amène aussi à une anecdote assez alcoolisée qui a marqué l'histoire de France. Parce qu'en effet, pendant la guerre de 100 ans, qui je le rappelle du coup a opposé les Français et les Anglais pendant à peu près 100 ans, eh bien un chevalier français du nom de Bertrand du Guesclin, eh bien il va avoir une idée brillante. Parce que lui, alors qu'il est en train d'assiéger la ville de Chizé dans le Poitou, voilà, pour le contexte, à ce moment-là, le Poitou s'est occupé par les Britanniques, la rumeur court que les Anglais prévoient de sortir de la ville discretos par la forêt, pour attaquer les Français par surprise. Et là, notre cher du Guesclin, il décide alors de placer des charrettes remplies de tonneaux de vin d'Anjou, justement dans la forêt, en faisant croire qu'elles ont été abandonnées, comme ça, par hasard. Oups, ah mince, tout ce vin, embêtant. Là, les Anglais finissent par tomber sur ces charrettes de vin et boire tout le vin dedans parce qu'ils se disent c'est quand même bête de gâcher ça, ce qui fait que rapidement ils deviennent bourrés. Comme ils sont bourrés, ils n'arrivent plus à se battre, le piège se referme sur eux, les Français débarquent et les défoncent tous. Bref, tout ça pour dire qu'au Moyen-Âge, l'alcool, ça a plus qu'une utilité religieuse. Voilà, ça joue vraiment un rôle lors des guerres. On l'utilise typiquement pour remonter le moral des troupes, mais aussi pour leur donner du courage. Et de manière générale, en fait, les techniques de fabrication du vin, de la bière ou même de l'hydromel se perfectionnent. Ce qui permet là de rendre ces alcools plus accessibles au peuple. Et à partir de là, les toutes premières tavernes médiévales, qui sont un peu l'ancêtre des bars actuels, eh bien elles sont clairement témoins de cette évolution. Mais il y a quand même une invention qui va bouleverser l'histoire de l'alcool au Moyen-Âge, et c'est l'alambic. C'est une machine qui permet la distillation de l'alcool. Là, le principe est simple, on récupère un gros mélange de fruits et de fleurs fermentées dans de l'eau, qui contient donc de l'alcool, évidemment, et on met le tout à chauffer dans une grosse cuve. Là, l'alcool va s'évaporer, puis il est transporté sous forme de vapeur dans un long tuyau qui va le refroidir. Là, la vapeur va se condenser, ça va former des gouttelettes, ça va redevenir liquide, mais ça va aussi contenir les arômes des fruits ou même des fleurs qui ont servi à fabriquer le mélange de base. En redevenant liquide, ça va retomber dans une autre cuve, et là, du coup, dans cette nouvelle cuve, ça va permettre d'avoir de l'alcool plus concentré, plus fort et plus aromatisé. Et d'ailleurs, pour l'importation de l'alambic en Europe, on peut remercier les musulmans. En fait, c'est la civilisation musulmane qui a inventé l'alambic pour fabriquer de l'alcool médicinal. En soi, d'ailleurs, je vous le dis, mais le mot alcool, il vient directement de l'arabe al-kul, qui signifie en fait la fine poudre noire qui résulte de la distillation. Et d'ailleurs, les Turcs, à cette époque, ils vont inventer le raki, qui est un alcool fabriqué par la distillation du raisin mélangé à de l'anis. Et même si l'islam interdit de s'enivrer, en fait, c'est quand même pas rare à l'époque, je le dis, que les élites boivent des petits coups en douce. Mais bon, dans la religion musulmane, ce sont surtout les religieux qui respectent la règle à la lettre. Et ce qui fait que lorsque les Turcs décident d'envahir l'Europe au XIVe siècle, ils vont amener dans leur bagage les secrets de l'alambic, qui vont transmettre alors petit à petit aux Occidentaux. Là, les moines européens vont alors récupérer auprès des Turcs les secrets de fabrication des alambics, mais aussi des recettes d'alcool qu'on appellera des eaux de vie par la suite. Mais les moines, eux, ils préfèrent donner un autre nom à ces eaux de vie. Ils appellent ça des élixirs. Et tout ça, ça vient encore une fois de l'arabe al-iksir, qui signifie médicament. En fait, ça peut paraître bizarre, mais oui, en fait, l'alcool distillé est d'abord utilisé pour fabriquer des remèdes, pour soigner certaines maladies. Et quand je vous dis des maladies, c'était vraiment un peu de tout, quoi. Que ce soit des maux de tête, des maux de ventre, on te filait de l'alcool fort et c'était parti. Bref, comme un petit peu sous l'Antiquité, et ben là, au Moyen-Âge, la religion et l'alcool, eh bien, ça forme un duo infernal. Même si ça n'empêche pas, vous l'avez compris du coup, de voir le peuple ou même les soldats se pinter la ruche de temps en temps. Mais vous allez voir dans ce qui va suivre que, à partir de la Renaissance, là, l'alcool va devenir de plus en plus fort. La religion, on va l'oublier et surtout, on va rentrer dans la phase du business. Alors que ce soit de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, on appelle ça l'époque moderne, c'est la période où on va développer la navigation maritime à l'échelle de la planète. C'est là où on va découvrir par exemple l'Amérique ou même d'autres civilisations. Et du coup, avec le développement de l'esclavage, eh bien les îles des Caraïbes sont par la suite colonisées et les esclaves sont forcés de travailler dans les champs de canne à sucre. Et c'est justement là, dans les Caraïbes, que va être inventé un alcool mythique,
le rhum. Pour le rhum, c'est simple, on récupère la mélasse, qui est une sorte de sirop épais qu'on extrait de la canne à sucre. Là, on la distille, et là, du coup, ça crée une eau de vie qu'on appelle donc le rhum. Mais comme cet alcool, il n'est pas ouf quand même au niveau du goût, et qu'il est chargé d'impuretés, en fait, il est plutôt servi aux esclaves eux-mêmes, ou même aux marins, quoi. D'ailleurs, pour une petite anecdote sur le sujet, en fait, grâce au rhum, la Royal Navy, marine britannique, elle a réussi à embaucher pas mal de marins. Parce que là, ils ont fait une promesse irrésistible, parce que le règlement officiel pour le recrutement, eh bien, il prévoyait que les marins qui s'engageaient dans ces rangs auraient le droit à un petit verre de rhum tous les jours. Et ça explique qu'en fait les navires anglais, en tout cas à l'époque, ils transportaient souvent des tonneaux de rhum. Sauf que à ce moment-là, il y a la piraterie aussi qui se développait. Et les pirates ont alors eu une idée de génie, parce que comme ils savent que les marins anglais boivent beaucoup de rhum, eh bien ils vont se mettre à piller leurs réserves lors d'attaques. Puis une fois revenus sur terre, les pirates vont s'arranger pour refiler ce rhum à des marins anglais qui faisaient escale dans les ports. Et donc voilà, la boucle est bouclée, et quand les marins ils reprennent la mer, hop, ils sont trop bourrés pour se défendre, et les pirates en profitent alors pour les massacrer et voler tout ce qu'ils transportaient. C'est diablement efficace, quoi. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Mais c'est aussi à cette époque que va naître le concurrent du rhum, qui est lui aussi dans les listes des eaux de vie, vous le savez, c'est le whisky. Sauf que là, c'est quand même assez difficile de trouver l'origine du whisky. On sait pas trop, est-ce que c'est les Irlandais ou les Écossais qui l'ont inventé? En fait, il faut savoir que les historiens, ils ont découvert un texte officiel daté de 1495 en Écosse. Et dans ce texte, il est écrit qu'un certain moine du nom de frère John Core aurait reçu du roi, je cite, 8 balles de malt pour produire de l'eau de vie. Là, 8 balles, je vous le précise, c'est une unité de mesure et ça vaut à peu près 800 kg. Sauf qu'en gaélique, donc le dialecte écossais, l'eau de vie se dit ishkebara, qui signifie eau de feu. En réalité, en fait, la recette de cette eau de vie de l'époque, elle ressemble quand même pas mal à celle du whisky actuel. Sauf que lorsque les Anglais, ils envahissent l'Écosse, en fait, ils n'arrivent pas à prononcer le fameux isk, et donc les Anglais le prononcent whisk. Au fur et à mesure du temps, ça devient whisky. Ce qui pourrait peut-être prouver que le whisky, ça vient d'Écosse. En tout cas, vous remarquerez que à l'époque, à la Renaissance et tout, la distillation de l'alcool, elle est souvent faite par des moines dans des abbayes. À la vôtre, mes amis! Je le rappelle, mais à l'époque, les moines ou même les sœurs, c'était eux les médecins et les pharmaciens. En vrai, c'est pas si illogique. Par exemple, vous le savez, mais quand on a une blessure et pour éviter qu'elle s'infecte, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'alcool pur, hop, et on le met sur la blessure pour tuer les bactéries, quoi. Donc c'est le côté antiseptique. Sauf que on se dit, ah ouais, mais du coup si ça tue les bactéries sur les blessures, peut-être que ça peut soigner aussi en le buvant. Et ça c'est par exemple le cas en 1605 dans le monastère de Vauvert à Paris. Le duc François Hannibal d'Estrées transmet aux moines qui vivent là un mystérieux manuscrit. Et dessus, il est écrit la recette d'un élixir qui comporte une liste de plantes, on sait pas trop, un peu random quoi. Là au départ, les moines ils galèrent à fabriquer l'élixir, ils lâchent l'affaire. Sauf que plus d'un siècle plus tard, le manuscrit est toujours intact et il est envoyé à la Grande Chartreuse, qui est un monastère pas très loin de Grenoble, où vivent en ermite les moines chartreux. À partir de là, ces moines-là, ils font plusieurs essais, jusqu'à obtenir quand même 20-30 ans plus tard, la recette finale de l'élixir de Chartreuse. En fait, c'est la naissance de la fameuse Chartreuse, dont on dit qu'elle est quand même élaborée à partir de 150 plantes différentes. Et que d'ailleurs la recette serait connue uniquement de 3 moines chartreux qui se la transmettaient au fil des années. Alors là vous dites putain super, l'alcool médicinal est tout trop bien, sauf que non, il y a pas que ça, en fait l'alcool ça mène aussi à pas mal de beuveries. D'autant plus qu'à l'époque, le vin et la bière sont de plus en plus fabriqués par le peuple et sont donc de plus en plus accessibles. Par exemple Rabelais, qui est, je le rappelle, l'écrivain français le plus célèbre de la Renaissance, il est connu pour avoir écrit au sujet de l'alcool ainsi que ses excès. Et par exemple dans son roman Gargantua, il décrit dans un chapitre entier une scène de beuverie gigantesque. Là, tous les convives d'un grand festin, aussi bien des soldats, des professeurs ou même des prêtres, tiennent des propos incohérents. Bref, en gros, tout le monde est bourré. En réalité, dans ce chapitre, Rabelais, en fait, il voulait faire une critique de la société de l'époque et notamment de l'Église. Parce que lors de la Renaissance, les élites politiques ou religieuses, ils avaient tendance à prôner la sagesse, mais en douce, ils passaient parfois leur temps à se saouler avec du vin. Il y a une véritable hypocrisie dans la vision de l'alcool pendant toute cette période, jusqu'à la Révolution française. En gros, on dit que c'est une boisson divine, d'un autre côté, on se bourre la gueule juste pour rigoler. D'ailleurs, je pourrais vous donner un autre exemple d'un membre de l'élite qui donne pas le bon exemple, et c'est le personnage de Sélim II, surnommé l'Ivrogne. En fait, Sélim II, c'est le fils de Soliman le Magnifique, qui est quand même très connu pour avoir régné sur tout l'Empire ottoman au XVIe siècle. Et il se trouve que Soliman le Magnifique, c'était un redoutable conquérant qui a permis à l'Empire ottoman de s'étendre à partir de la Turquie actuelle sur une grande partie du Moyen-Orient ou même de l'Europe. Sauf que le problème, c'est que ses fils se sont entretués à sa mort afin de lui succéder. Et à un moment, c'est donc son
fils, Sélim II, le seul survivant qui se retrouve un peu malgré lui à la tête de tout l'Empire. Mais alors que ce Sélim II, il est à la tête quand même d'une civilisation musulmane qui interdit l'ivresse, eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il picole. On le connaît quand même très bien pour un truc qu'il sait faire très bien, c'est boire de l'alcool. Il passait son temps à faire la fête et à boire dans son palais, entouré de son harem de femmes. Et pendant qu'il était tranquillement en train de se la couler douce, eh bien c'est son vizir, Sokoulou Mehmed Pacha, qui gouvernait à sa place. Et pour boucler cette période historique, en fait, faut quand même que je vous parle d'une innovation majeure qui concerne le bouchon de liège et qu'on utilise, comme vous le savez, pour fermer les bouteilles de vin. En fait, il faut savoir, mais le liège, il était utilisé depuis l'Antiquité pour fermer les amphores qui transportaient du vin ou même de l'huile. C'était très efficace. Mais avec l'arrivée des tonneaux au Moyen-Âge, il a un peu été oublié, quoi. Sauf qu'il se trouve qu'en 1685, en France, un certain Dom Pérignon invente le champagne. Alors lui, Dom Pérignon, c'est un moine, et il découvre en fait la recette d'un vin qui fait naturellement des bulles. Et comme en vrai, il goûte, il se dit putain c'est sympa au goût, ce petit côté un peu piquant, il essaie de trouver une solution pour garder les bulles à l'intérieur des bouteilles. Et pour ça, il va s'inspirer de voyageurs espagnols qui utilisaient du liège pour fermer leurs gourdes. Et ce qui fait qu'il va alors fabriquer les premiers bouchons de liège pour fermer ses propres bouteilles. Alors bon, ça ce que je vous dis, c'est surtout la légende du côté français, parce que en vrai, c'est plutôt les Anglais qui ont vraiment développé le bouchon de liège afin de transporter le vin de Porto, qu'ils faisaient venir du Portugal. Parce que les Portugais, ils possédaient beaucoup de forêts de liège qu'ils utilisaient, comme les Espagnols, pour fermer les amphores de vin. Pour résumer, la production d'alcool commence à s'industrialiser, et justement, nous allons entamer le 19e siècle, où vous allez voir que l'alcool va devenir encore plus populaire, et avec ça, tous les problèmes que ça implique, comme d'immenses vagues d'alcoolisme. Bon alors, déjà, est-ce que vous connaissez l'origine du mot apéritif? Parce que oui, en fait, ça vient de l'Antiquité romaine, où ça s'appelait aperitivus, qui désigne en fait le moment avant le repas où les Romains buvaient des vins sucrés pour s'ouvrir l'appétit. Mais en fait, c'est au 19e siècle que la tradition qu'on connaît va vraiment naître. Et là, elle trouve, elle, son origine dans la ville de Turin, au nord de l'Italie. Et à l'époque, en fait, les cafés de la ville sont super fréquentés à toute heure de la journée. Mais comme à ce moment-là, c'est quand même mal vu de boire sans manger, les cafés vont se mettre à servir des petits trucs à bouffer en même temps que l'alcool. Genre, on va filer des olives, de la charcuterie, des petits morceaux de fromage, bref, un petit peu comme aujourd'hui en vrai. Mais il faudra attendre 1863 pour qu'une invention popularise encore plus la tradition de l'apéritivo. Parce qu'en effet, là, c'est un négociant en vin nommé Alessandro Martini et un botaniste du nom de Luigi Rossi qui crée un vermouth, qui est donc un vin aromatisé à base d'herbes et d'aromates. Et c'est le fameux Martini. Et à la même période, du côté de Venise, là, la tradition est de boire du vin blanc pour l'apéritivo. Sauf qu'à l'époque, Venise, elle est sous la domination du royaume austro-hongrois qui a obtenu ce territoire des mains de Napoléon lui-même. Et là, du coup, les soldats du royaume austro-hongrois, qui sont de passage donc dans la ville de Venise, en fait, ils trouvaient que le vin, il était trop fort, et donc ils ont décidé de le couper avec de l'eau gazeuse. Oh non, c'est un sacrilège. Et bien, cette action, justement, en autrichien, elle se nomme Spritzen, qui signifie asperger. Là, les Italiens et les Vénitiens, ils kiffent la recette, mais ils décident quand même de remplacer l'eau gazeuse par du Prosecco, qui est un vin mousseux italien. Et à partir de là, paf, ça nous forme le spritz. Et en même temps, le 19e siècle, c'est aussi le début des bars comme on les connaît. D'ailleurs, une loi de 1880 en France facilite la création de ce qu'on appelle les débits de boissons, c'est-à-dire tous les lieux où on peut vendre de l'alcool. Avant cette date, vous voyez, les lieux où on pouvait vendre, mais légalement de l'alcool, ils étaient quand même assez rares et ils étaient soumis à des règles strictes pour éviter la contrebande. Ce qui fait que là, à partir de ce moment-là, même les classes ouvrières vont avoir un accès bien plus facilité à l'alcool. Et qui dit alcool, dit alcoolisme. On y reviendra après en tout cas. Faut que je vous raconte l'histoire quand même assez bizarre, assez étonnante de Jerry Thomas. Et déjà, faut vous imaginer dans un décor de New York pendant les années 1850. En fait, si vous avez vu le film Gangs of New York avec DiCaprio, en gros, c'est la même ambiance. Et il se trouve que Jerry, lui, au départ, c'est un simple barman. Et au début, il a voyagé dans tous les États-Unis et même en Europe en travaillant dans des bars et des hôtels. Et puis, il se trouve qu'à chaque fois, il faisait le show. Et il faisait des mélanges surprenants, il créait des cocktails, il prenait des ustensiles recouverts de pierres précieuses pour mélanger les alcools, et puis il jonglait avec. En même temps, il s'habillait avec des tenues extravagantes. Et d'ailleurs, il avait tellement de succès qu'il pouvait se faire jusqu'à 100 balles par semaine. 100 $, pour vous dire, c'était plus que le vice-président des États-Unis. Ce qui fait que notre cher Jerry Thomas, c'est l'un des inventeurs de la mixologie, donc l'art de mélanger les alcools et de faire des cocktails. Au 19e siècle, l'alcool est de plus en plus associé au monde de la fête. Là, il y a les premiers cabarets qui ouvrent à la fin du siècle, avec leur lot de soirées délirantes. C'est par exemple le cas du fameux Chat Noir ou même le Lapin Agile, qui sont des cabarets très célèbres à Paris, et qui attiraient alors les artistes les plus farfelus de Paris pour assister à des spectacles comiques.
musique. Ou même encore, on pourrait parler du Moulin Rouge, rendu célèbre par des grandes fêtes où l'on danse le French Cancan, qui est donc la danse qui va faire rayonner la France dans le monde entier. Et s'il y a bien là-dedans un alcool qui va connaître un gros succès à cette époque, c'est l'absinthe. Alors l'absinthe, elle est originaire de Suisse et c'est un alcool qui est fabriqué à partir d'une plante du même nom. Et cet alcool, il peut atteindre en moyenne les 70 degrés, voire même les 90 quand il est pur. En tout cas, l'absinthe a été inventé par une herboriste suisse appelée Henriette Henriot au début du 19e, mais c'est un certain Henri-Louis Pernot qui va la distiller à grande échelle en France. À ce moment-là, l'absinthe, on la surnomme la fée verte et elle va passer d'un petit alcool local à une boisson très prisée dans les grandes villes. En fait, il faut vraiment vous dire, mais ça va exploser de partout. Elle va devenir même très populaire auprès de gens quand même assez célèbres et qui en buvaient vraiment beaucoup. Par exemple, Baudelaire, Verlaine ou même dans les peintres célèbres, Toulouse-Lautrec ou bien sûr Vincent van Gogh. Au sujet de Van Gogh, alors c'est évidemment un peintre connu pour son utilisation des couleurs, comme avec ce tableau, celui-là, vous voyez, il y a un côté très onirique. C'est pas pour rien que je le reprends dans ma saga Noisuli. Dans le livre, on rentre dans l'un de ces tableaux, La Nuit étoilée, mais j'en dis pas plus. Van Gogh, faut le savoir quand même, mais s'il est devenu célèbre, c'est aussi parce qu'il faisait des crises de démence assez hardcore, notamment une où il s'est coupé l'oreille après s'être disputé avec un autre peintre, Gauguin donc. Et en tout cas, sa folie à Van Gogh, elle l'aurait conduit à se suicider à l'âge de 37 ans. Sauf que certains historiens pensent que c'est en partie sa grande consommation d'absinthe qui aurait provoqué des visions chez lui. Parce qu'en fait, dans l'absinthe, il y a une substance qui s'appelle le thuione, qui est une substance toxique en gros, qui peut provoquer des hallucinations assez graves. C'est d'ailleurs pour ça que, au fil du temps, les scientifiques, les médecins et les religieux vont carrément lutter contre, je cite, l'absinthe qui rend fou. Et ce qui fait donc que l'absinthe sera interdite en France en 1915 et plus tard en 1888, elle sera autorisée, mais avec un taux de thuione beaucoup plus bas. Et si on va du côté de l'Est, là, du côté de la Russie, il y a un autre alcool qui fait des ravages au 19e siècle, vous le connaissez très bien, c'est la vodka. Bon, la vodka, ça a apparu en Russie à la Renaissance, mais elle a connu un grand succès populaire au 18e et au 19e siècle surtout. Mais là, pour le moment qui nous intéresse, en fait, c'est une légende russe dont je vais vous parler. Et cette légende, elle concerne la vodka. Alors bon, déjà, pour le côté technique, la vodka, c'est un alcool qui est fabriqué par la distillation de céréales ou de pommes de terre. Bon, déjà, vous voyez le chimiste russe Dmitri Mendeleïev. C'est celui qui a inventé le fameux tableau des éléments chimiques. En tout cas, la légende veut que ce serait lui qui aurait fixé le degré idéal d'alcool de la vodka à 38 degrés. Parce que ce qu'on sait moins sur Mendeleïev, c'est que avant ça, il avait écrit une thèse sur l'alcool et plus tard, il était devenu directeur d'un bureau qui en gros fixait les degrés officiels des alcools. Et c'est comme ça que les Russes ils se sont mis à penser que c'était Mendeleïev qui avait fixé à 38 degrés la vodka. Mais en vrai, quand même, tout ça, c'est une légende urbaine qui est archi populaire en Russie. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les fabricants de vodka, à la base, ils respectaient jamais les dosages officiels. Et donc la vodka, qui était souvent vendue de manière clandestine, elle était en vrai beaucoup plus forte que 38 degrés. Et ça a causé des grandes vagues d'alcoolisme chez les ouvriers russes au 19e siècle. Un peu plus tard, quand les communistes débarquent au pouvoir, au début du 20e, eh bien, ils vont tout simplement décider de l'interdire, car ils se sont rendus compte que des soldats révolutionnaires mais bourrés, ça fait pas des grandes révolutions. Et alors qu'on se rapproche de la fin, là, on va passer du coup au 20e siècle avec tous les alcools que vous connaissez. Et c'est une période très importante puisque vous allez voir, on va passer de moments où ce sera purement interdit jusqu'à des excès inimaginables. Alors bon, s'il y a bien un moment où les hommes ont ressenti le besoin de boire un petit coup pour se réchauffer, c'est clairement au milieu des tranchées durant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, une légende raconte que 2 frères originaires du Bénin, alors engagés dans l'armée coloniale française, ont fait la découverte de nombreux alcools forts consommés par les soldats. Et durant toute la durée de la guerre, ils ont appris petit à petit des techniques artisanales pour distiller leur propre alcool. À la fin de la guerre, du retour au Bénin, ils ont essayé de créer leur propre marque d'alcool et ils ont fabriqué alors un alambic artisanal. Et là, ils ont essayé de distiller des bananes puis de l'ananas fermenté, mais en vrai le résultat était pas ouf quoi, ça donnait pas envie de boire. Alors ils ont essayé du vin de palme qui lui est fabriqué à partir de fruits de palmier et là bingo, en fait leur alcool se met à cartonner et ils portent leur propre nom de famille, le Sodabi, qui depuis est devenu un alcool hyper populaire au Bénin. Et ce qui fait que les alcools artisanaux, qui donc à base de vin de palme distillé, vont se développer un peu partout en Afrique, avec plein d'appellations différentes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on l'appelle le Kutuku, au Ghana, on l'appelle l'Akpeteshi, au Nigeria, on l'appelle Ogorogo, ou même au Cameroun, on l'appelle Odontol. Mais le problème, c'est que ces alcools-là, ils sont fabriqués parfois de manière clandestine, sans contrôle des ingrédients ou même des dosages, qui sont parfois d'ailleurs toxiques pour le corps humain. Et ce qui fait que ceux qui en boivent trop finissent parfois, en plus de l'alcoolisme, par tomber gravement malades. Et d'ailleurs, de nombreux pays africains ont donc interdit la fabrication et la consommation de ces alcools.
Et ça, c'est un petit peu la même problématique avec un événement qui va marquer l'histoire de l'alcool au XXe siècle, c'est la prohibition. Alors la prohibition, en fait, c'est le nom qu'on donne à une période de l'histoire des États-Unis de 1920 à 1933, où là, la production et la consommation d'alcool est tout bonnement interdite sur l'ensemble du territoire américain. En fait, les autorités et les lobbies conservateurs ont voulu lutter contre les ravages de l'alcoolisme. En fait, à l'époque, la consommation d'alcool, elle avait augmenté notamment chez les hommes américains. Et ce qui fait que les villes comptaient un plus grand nombre de bars et de manière générale, l'alcool était de moins en moins cher. Sauf que l'alcoolisme, en plus d'affecter la santé des hommes, ça les amenait à se battre dans la rue ou même à battre leurs femmes. Là, les associations religieuses, elles voyaient donc en l'alcool un véritable fléau. Elles ont donc foutu la pression sur les politiques pour le faire interdire. Sauf que ça s'est avéré être un giga fiasco. Et donc, si vous avez suivi la série Peaky Blinders, vous vous souvenez sûrement de l'épisode où il y a Thomas Shelby qui se lance dans la contrebande d'alcool. Et là, il fait un deal avec des marins français qui sont basés à Saint-Pierre-et-Miquelon pour pouvoir écouler son whisky de manière clandestine aux États-Unis. Là, il arrive alors à nouer des liens avec la mafia qui domine alors le marché de la contrebande d'alcool dans tout le pays. Eh bien, sachez que cette anecdote de la série se base sur des faits réels de l'époque. Parce qu'en fait, oui, la mafia, elle avait réellement profité de la prohibition pour dominer le commerce de la contrebande et s'en mettre plein les poches, dont le fameux mafieux que vous connaissez, Al Capone, dont il paraît qu'il a contrôlé jusqu'à 160 bars clandestins durant toute la période. Mais le pire peut-être dans cette histoire, avec cette période de prohibition, c'est que ça n'a même pas permis de stopper l'alcoolisme. Les buveurs d'alcool ont trouvé pas mal d'astuces pour pouvoir boire de l'alcool malgré l'interdiction. Déjà, la première solution, mais les gens pouvaient se rendre dans des speakeasy, c'est le nom donné à des bars clandestins gérés par la mafia et qui vendaient de l'alcool frelaté. En fait, faut vous dire, mais c'est assez fou, mais à cette époque, ces bars, ils étaient cachés et accessibles par l'arrière-boutique de fleuristes, de coiffeurs ou même d'épiceries. Donc voilà, on avait une vitrine qui semblait normale, nickel, et quand on rentrait dedans, on pouvait emprunter un passage secret où là se situait le vrai bar qui servait de l'alcool, illégalement. D'ailleurs, au plus fort de la prohibition aux États-Unis, simplement la ville de New York comptait 32 000 bars clandestins de ce genre. C'était abusé. Mais il y avait une autre solution toute simple pour boire de l'alcool et c'était directement d'aller en pharmacie. Parce que en pharmacie, en tout cas à cette belle époque, il y a certains alcools comme le whisky qui pouvaient parfois être vendus comme tranquillisants ou comme antidouleurs. Et quand on pouvait faire ni l'un ni l'autre, il y avait toujours la possibilité, pour les ivrognes en tout cas, d'aller à la messe pour taper directement dans le vin de messe. C'est pas très raisonnable. Bref, malgré tous les efforts des États ou même là des États-Unis, l'alcool est resté toujours aussi populaire au XXe siècle. Certains alcools deviennent même des emblèmes de la culture régionale dans pas mal de pays. Par exemple, dans le sud de la France, en 1932, un certain Paul Ricard a inventé, à 23 ans seulement quand même, le fameux pastis qui porte son nom. En fait, lui, il a eu la bonne idée de trouver une boisson à base d'anis pour remplacer l'absinthe qui était encore interdite à l'époque. Et finalement, sa recette a même mieux marché. Ce qui fait que le pastis est devenu l'alcool le plus incontournable du sud de la France. Pastis, monsieur ? Ah, avec plaisir. Et ce qui fait que de nos jours, c'est l'un des produits les plus rentables vendus au supermarché. D'ailleurs, je m'autorise un petit saut dans le temps, mais en 2024, il y a un petit scandale qui avait touché le pastis, parce que la marque du pastis Pernod Ricard, qui culturellement est associée à la ville de Marseille, elle a voulu devenir le sponsor officiel du Paris Saint-Germain. Là, les Marseillais, ils ont tellement mal pris la nouvelle qu'ils ont menacé de boycotter la marque. Elle a pris un peu peur et elle a décidé d'annuler son deal, au dernier moment. Mais au XXe siècle, il y a encore une boisson qui a toujours aussi la cote, et c'est le vin. Sachant que pour info, mais jusqu'en 1956, on servait aux écoliers dès la primaire du vin à la cantine. À votre santé. Et il faudra quand même attendre une loi cette année-là pour que le vin soit interdit aux enfants de moins de 14 ans dans les cantines. Il était temps. Mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, là en plus du vin, on va voir se développer de nouveaux alcools. À partir de là, l'alcool, on peut le trouver en supermarché. Et avec la naissance d'ailleurs des boîtes de nuit dès les années 70-80, on se met aussi à boire de plus en plus en soirée. Et là, à partir des années 80-90, ça voit la naissance d'alcool populaire chez les jeunes, comme le Malibu, le Passoa, la Desperados. Et c'est d'ailleurs dans ces années qu'est popularisé le beer pong dans les fameuses soirées étudiantes. Cas où vous l'avez jamais fait, c'est un jeu à boire qui est inventé dans les années 60 par des étudiants qui jouaient au ping-pong et qui buvaient à chaque fois qu'ils rataient un point. Et là, l'engouement pour l'alcool chez les jeunes va quand même faire réagir certains États qui vont clairement prendre des mesures. Par exemple en France, la loi E20 de 1991 limite la possibilité de faire de la pub pour de l'alcool et elle impose aussi d'afficher le fameux message « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». Mais il n'empêche quand même, la fin du XXe siècle, ça reste marqué par des images fortes concernant l'abus d'alcool. À tout hasard, c'est le cas du président russe Boris Yeltsin qui s'est quand même fait connaître pour apparaître fréquemment bourré à la télévision. Bon, si on va du côté des Russes, eux ils disent qu'il avait un trouble neurologique qui fait qu'il perdait l'équilibre et ça pouvait donner le sentiment qu'il était ivre. En tout cas, du côté des États-Unis,
États-Unis, l'ancien président Bill Clinton a raconté que lors d'un voyage d'État, alors que Boris Yeltsin se rendait aux États-Unis, un soir, on l'aurait retrouvé ivre, quasi à poil dans la rue. Et là, il essayait en fait d'appeler un taxi pour aller chercher une pizza. Mais bon, en tout cas, le XXe siècle, ça s'achève dans des décennies d'ivresse généralisée qui touchent toutes les couches de la société. C'est par exemple à ce moment-là que fleurissent les bistrots du coin, ou même les PMU, avec la fameuse image du cliché des ivrognes qui passent leur journée à boire des verres. L'alcoolisme est alors très présent et les problèmes de santé publique qu'il provoque inquiètent de plus en plus les spécialistes du monde entier. D'ailleurs, certaines marques se mettent même à créer des versions sans alcool de bière ou même de vin. Mais là, alors qu'on entame notre dernière période, avec le 21e siècle, vous allez voir que d'un côté, il va y avoir une grosse vague de nostalgie et de l'autre, une énorme vague de gens qui veulent arrêter totalement les ravages que ça cause. Dans pas mal de domaines, notre époque actuelle, là où on vit, elle est quand même marquée par la nostalgie. Et l'alcool, ça échappe pas à la règle. Vous voyez, face à la surconsommation d'alcool industriel, qui sont devenus un peu plus bas de gamme, on va dire, il y a certains buveurs qui maintenant préfèrent se tourner vers des alcools traditionnels, un peu oubliés. C'est par exemple le cas d'alcools vintage comme la Suze, ou même le vin Dubonnet, ou même le Lillet, qui font un comeback dans les bars actuels. Et d'ailleurs, en 2024, c'est un alcool très ancien, le saké, qui a été honoré par l'UNESCO. Donc l'UNESCO, je rappelle, c'est chargé de classer et de préserver le patrimoine du monde entier. Parce qu'il faut quand même dire qu'à la base, le saké, c'est un alcool qui est inventé au 8e siècle et qui est fabriqué à base de riz et qui était le plus consommé par les empereurs japonais pendant des siècles. Parce qu'à la base, le saké, comme plein d'autres alcools, c'était vraiment un alcool noble, quoi. Puis petit à petit, tous les Japonais se sont mis à en consommer. Et de nos jours, c'est devenu une institution au Japon. Les Japonais en boivent pendant des cérémonies religieuses ou même des mariages. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, mais dans les ingrédients du saké, il y a ce qu'on appelle le koji, qui est une sorte de moisissure et qui est utilisé d'ailleurs aussi dans pas mal d'aliments traditionnels japonais, comme par exemple la soupe miso ou même comme la sauce soja. Bon, en tout cas, l'UNESCO fait ça pour le saké pour éviter que ça se perde dans le temps, quoi. Comme ça a été le cas avec d'autres alcools. Mais après, le retour du vintage, ça peut être aussi plus écologique. Par exemple, en 2022, il y a des vignerons français qui ont connu une grande crise. Parce qu'il y a eu des gelées tardives ou même de la grêle. Ça peut vous défoncer toute une récolte. Et en plus, après, si vous enchaînez avec des canicules, ça fait que vous pouvez retrouver des vignerons dans des situations un peu délicates. Et ça fait que certains se sont mis à allumer des feux au pied des vignes pour les empêcher de geler. En tout cas, depuis, certains vignerons français se sont mis à réutiliser des cépages anciens. Donc, en gros, certaines variétés de vignes un peu oubliées. Et en effet, ces variétés avaient été abandonnées lors de la crise du phylloxéra, qui avait ravagé pas mal de vignobles français en 1864. Et d'ailleurs, toujours pour rester sur le côté plus durable, de la production d'alcool, il y a aussi des bières artisanales ou locales qui se développent dans le monde entier. Le but, c'est de produire à petite échelle et localement. Sauf que depuis 2010, la hype de ces bières locales et tout, elle est tellement grande que, il y a beaucoup trop de concurrence. Et donc, toutes ces petites marques, elles ont dû trouver un moyen de se démarquer. Ça passe par des appellations, même des logos originaux, mais aussi avec des concepts vraiment innovants. Par exemple, en France, à Mayenne, il existe une bière appelée Aquaponix. Là, accrochez-vous, elle est fabriquée à partir de houblon que les créateurs arrivent à faire pousser dans des aquariums et en utilisant directement les excréments de poissons comme une sorte d'engrais. Aux États-Unis, ils ont même créé l'Avocado L, qui est parfumée au guacamole, ou même une autre qui s'appelle la Sweet Baby Jesus, qui a un goût de beurre de cacahuète. Là, en Pologne, la bière The Order of Yoni avait fait le buzz car elle avait été fabriquée à partir de bactéries prélevées dans le vagin de 4 mannequins. C'est particulier, Ou même Barack Obama, qui est l'ancien président des États-Unis, qui a même fait brasser sa propre bière à la Maison Blanche. Mais en vrai, le 21e siècle, c'est aussi la baisse de la consommation d'alcool. Par exemple, en France, les chiffres ils vont clairement dans ce sens. Par exemple, depuis les années 60 jusqu'en 2018, la consommation de boissons alcoolisées a été divisée par plus de 2. Ce qui fait que, à l'époque, un Français, il buvait à peu près 200 litres d'alcool par an, alors qu'aujourd'hui, il en boit à peu près 80. Pour autant, sachez-le, mais l'Europe, c'est le premier continent où on boit le plus d'alcool au monde, ce qui fait qu'il y a quand même un adulte sur 10 qui souffre d'un problème lié à l'alcool, ce qui est quand même énorme. Et ce qui fait que ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, etc. Et tous ces chiffres, ça permet d'aborder une tendance qui fait le buzz depuis plusieurs années, à chaque début d'année, et c'est le Dry January. Bon, si vous savez pas, c'est un challenge très présent sur les réseaux sociaux et qui consiste à ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant toute la durée du mois de janvier. Et ce challenge, il a été créé en 2013 en Angleterre par une association qui lutte contre l'alcoolisme. Et depuis, il s'est développé dans plein de pays et pas mal de célébrités et même d'influenceurs affichent publiquement leur participation au challenge. Typiquement, c'est le cas de l'acteur Tom Holland, donc l'acteur de Spider-Man, qui lui, après avoir fait le Dry January de 2022, a totalement arrêté de boire de l'alcool. Parce que quand même, à l'époque, il avait pris conscience quand même qu'il avait un petit problème d'addiction à l'alcool. Et donc, il avait décidé de poursuivre le challenge en février, quand il s'est aperçu qu'il dormait mieux et qu'il était moins nerveux. Et à partir de là, ça l'a encouragé à ne plus en boire une goutte. D'ailleurs, en vrai, la majorité des participants à ce challenge finissent par baisser leur consommation d'alcool. Bon, en tout cas, de manière générale, ces dernières années, il existe quand même une vraie prise de conscience, notamment chez les jeunes, des effets néfastes de l'alcool. Par exemple, l'humoriste Jérémy Ferrari a quand même fait le tour des plateaux télé ces dernières années pour parler de son ancienne addiction à l'alcool.
Notamment, il racontait qu'il lui arrivait de boire jusqu'à 6 litres de vin tous les jours, du matin au soir. Et pour lui, le déclic était venu lorsqu'il a un jour voulu se suicider en sautant par la fenêtre d'un hôtel. Heureusement, un ami va l'en empêcher, in extremis. À partir de là, il part en cure de désintox. Alors depuis, il est sobre, mais il dit quand même qu'il doit rester vigilant pour pas sombrer à nouveau. D'ailleurs, pour rappel, en France, l'alcool aujourd'hui, c'est responsable de 28 000 cancers chaque année, c'est à peu près 8% des cancers, mais c'est aussi la première cause d'accident mortel sur la route. En même temps, l'alcool, c'est la deuxième cause évitable de mortalité et ça représente à peu près 7% des décès annuels, soit à peu près 41 000 décès par an. Bref, même si au fil de tous ces millénaires, comme vous l'avez vu, l'alcool fait clairement partie de notre culture, il n'en demeure pas moins que ça reste dangereux s'il est consommé avec excès. Et à ce sujet, si vous-même vous sentez que votre consommation d'alcool a des effets négatifs sur votre santé physique ou mentale, vous pouvez contacter les organismes qui s'affichent à l'écran. Il y aura des gens qui seront à même de vous écouter ou de vous conseiller pour vous en sortir. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à suggérer des nouvelles idées et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.